cours d'auto-hypnose. Bâtissez-vous une santé de fer par l'auto-hypnose. L'origine des maladies. Sans doute l'hérédité entre-t-elle, pour une certaine part dans la santé d'un individu. Mais elle n'est pas tout. Même un mauvais héritage génétique peut, dans presque tous les cas, être surmonté. En fait, vous pouvez vous bâtir ou vous rebâtir la santé de fer dont vous avez besoin pour réussir pleinement dans la vie. Grâce à l'auto-hypnose, vous allez faire plus encore. En effet, la méthode que je vous propose vous permet non seulement de guérir votre corps de la plupart des maladies, d'augmenter votre résistance à la plupart des affections, mais aussi de connaître un sentiment de plénitude physique, qui n'est pas seulement une absence de maladie, mais est en fait la véritable manifestation de la santé. De nos jours, même les gens en bonne santé sont rarement rayonnants d'énergie. La santé est surtout définie de manière négative. Être en bonne santé, c'est ne pas être malade. C'est sans doute bien. Mais nous irons plus loin encore. Le secret de cette santé est à la portée de la main, pour tous, peu importe notre état actuel. Et voici pourquoi. C'est que, contrairement à ce que l'on peut penser, l'origine de la plupart des maladies n'est pas physique. La manifestation de la maladie est physique, mais pas sa source. Car il est de plus en plus admis dans les milieux scientifiques que la plupart de nos maladies sont d'origine psychosomatique. Les chercheurs de la clinique Mayo, USA, estiment que 80% de nos maladies ont cette source. Psychosomatique. Je vous rappelle l'origine grecque du mot psychosomatique pour que nous réfléchissions un instant ensemble à son sens. Il vient de psyché, qui signifie esprit, et de soma, qui signifie corps. Et son sens est simple, même si souvent on sous-estime considérablement l'importance de cette catégorie de maladies si vaste, qu'elle embrasse des affections aussi différentes que l'asthme, les allergies, l'énurésie, ou les palpitations cardiaques. Les maladies psychosomatiques sont celles qui commencent dans l'esprit avant de se traduire dans le corps. Cela porte à réfléchir, pour la simple raison que si on peut influencer favorablement son esprit avant que la maladie ne se manifeste physiquement, si on peut le faire complètement, à tout coup, on peut prévenir toute maladie. Peut-être êtes-vous sceptique. Laissez-moi vous donner quelques exemples. D'ailleurs, si vous êtes à l'écoute de votre corps, si surtout vous êtes attentif à la période qui précède la maladie, vous savez de quoi je veux parler. Comment survient la maladie? Souvent, la période de jeunesse de la maladie est caractérisée par de la tristesse, du stress, de la fatigue, une déception, de l'ennui, un besoin d'attirer l'attention, ou plutôt l'affection de son entourage, un besoin de se retirer du monde extérieur, ou encore un besoin de se punir à cause d'un quelconque sentiment de culpabilité. Le problème, c'est que l'on confond souvent la cause et l'effet. On croit que l'ennui ou la dépression, qui précèdent la maladie, en sont la première expression, donc le premier effet, alors qu'ils en sont la cause. Ceci peut paraître surprenant et paradoxal, mais fouillez vos souvenirs personnels. Rappelez-vous la dernière fois où vous avez été malade. Vous serez surpris, si vos souvenirs sont assez précis. Combien de fois, par exemple, ne tombons-nous pas très malades à la suite d'une mauvaise nouvelle? Pensez à ce qui arrive à bien des gens lorsqu'ils sont congédiés, lorsqu'ils sont quittés par un être cher, lorsque le travail qu'ils ont à accomplir est trop difficile, ils tombent malades. Des mots, de simples mots les ont rendus malades, nous devons malheureusement nous séparer de vous. Vous êtes licencié. Ou encore, je t'annonce que je te quitte. Bien sûr, ces mots traduisent également une situation, un état de fait. Ils auront une conséquence fâcheuse, triste, voire dramatique. Mais l'on voit bien dans ce cas que la maladie qui succède vient d'un choc émotif, d'un stress qui n'a rien à voir avec une maladie d'origine virale, un microbe que la personne aurait attrapé, ce qui ne signifie pas cependant que la maladie ne se traduira pas ainsi. Le corps, téléguidé par l'esprit ébranlé, acceptera, attirera irrésistiblement le virus dont il a besoin pour traduire au niveau physique la cause manifestée dans l'esprit. C'est à nouveau une illustration, spectaculaire s'il en est une parce qu'elle se traduit physiquement, de la loi de la manifestation ou de la semence. Un déséquilibre accepté dans l'esprit se traduit fidèlement dans le corps. La source véritable de la maladie est dans l'esprit. C'est pour cette raison que l'on peut dire qu'une personne qui aura un esprit parfaitement positif, parfaitement équilibré, jouirait à coup sûr d'une santé parfaite et serait à l'abri de toute maladie. La maladie, c'est le négatif, le déséquilibre. La santé, son opposé, c'est le positif, l'harmonie. Être parfaitement positif, c'est être en parfaite santé. C'est une loi absolue, qui ne souffre aucune exception. Évidemment, il n'est pas aisé d'obtenir un esprit parfaitement positif, qui ne laisse aucune prise à la maladie. Cependant,
Nous allons voir tout à l'heure comment travailler en ce sens. Mais avant, je veux vous exposer d'autres exemples, pour vous convaincre tout à fait de l'importance de l'état d'esprit dans la genèse de presque toutes les maladies. Je choisirai des exemples qui illustrent comment la maladie peut être engendrée par une simple suggestion ou, ce qui en est en quelque sorte la forme répétitive, une programmation. Je vous ai cité au début l'exemple de cet employé qui, entrant au bureau le matin, se fait dire par 2 ou 3 collègues qu'il n'a pas l'air dans son assiette et qui tombe malade ou en tout cas se sent vraiment souffrant. Le cas du diagnostic erroné, vous vous en souvenez, était encore plus spectaculaire. Permettez-moi de vous en citer un autre, encore plus dramatique, que j'emprunte à l'éminent Dr Joseph Murphy, dans son ouvrage La puissance du subconscient. Comment la suggestion tua un homme. Un de mes parents alla consulter une voyante aux Indes, qui lui dit qu'il avait le cœur faible et lui prédit qu'il mourrait à la nouvelle lune prochaine. Il se mit à annoncer à tous les membres de sa famille cette prédiction et fit son testament. Cette puissante suggestion pénétra dans son subconscient, parce qu'il l'accepta complètement. Mon parent me dit aussi que cette voyante passait pour posséder d'étranges pouvoirs occultes, qui lui permettaient de faire du bien ou du mal à autrui. Il mourut comme il lui avait été prédit, ne sachant pas la cause de sa propre mort. Je pense que beaucoup d'entre nous ont entendu raconter des histoires semblables, aussi ridicules, aussi superstitieuses. Étudions ce cas à la lumière de notre connaissance sur la façon dont agit notre subconscient. Tout ce que l'esprit conscient, raisonnant, croit, le subconscient va l'accepter et agir en conséquence. Mon parent était heureux, bien portant, vigoureux, robuste, lorsqu'il alla voir la voyante. Elle lui proposa une suggestion très négative qu'il accepta. Il fut terrifié et pensa constamment à sa mort prochaine, à la nouvelle lune. Il l'annonça de toutes parts et se prépara à sa fin. Cette activité eut lieu dans son propre esprit, et sa propre pensée en fut la cause. Il provoqua la mort prédite, ou plutôt la destruction de son corps physique, par sa peur et par l'attente de sa fin. La femme qui prédit sa mort n'avait pas plus de pouvoir que n'en ont les pierres et les bûches. Sa suggestion n'avait aucun pouvoir pour provoquer la fin qu'elle annonçait. Si mon parent avait connu les lois de l'esprit, il aurait complètement rejeté la suggestion négative et refusé de donner aux paroles de cette femme la moindre attention, sachant au fond de son cœur qu'il était gouverné et dirigé par sa propre pensée, son propre sentiment. N'étant pas plus dangereuse que des flèches de fer blanc tirées sur un torpilleur, sa prophétie aurait été complètement neutralisée. Et se serait dissipée sans faire le moindre mal à mon parent. Comme vous le voyez, des mots, rien que des mots ont tué cet homme. Une suggestion destructrice, dont il ne sut se défendre, en raison de son ignorance des lois universelles de l'esprit. Dans notre vie de tous les jours, nous assistons souvent à des exemples moins spectaculaires sans doute, mais qui illustrent le même principe. Un autre exemple. Ma grand-mère vient de mourir. Elle avait toujours dit qu'elle vivrait au moins jusqu'à 90 ans, et avait peur de souffrir ou d'être diminuée. C'était sa hantise. Elle est morte exactement le jour de son anniversaire, d'une attaque foudroyante au cerveau, au moment où elle prenait son déjeuner. Nous programmons même notre mort. Comment on se programme à être malade? Ce titre peut sembler surprenant ou paradoxal. Qui en effet souhaite tomber malade? Plus de gens qu'on ne pense, à la vérité. Mais la plupart du temps, c'est inconscient. Laissez-moi vous citer une expérience personnelle. Lorsque j'étais très jeune, ma santé, quoique bonne, était moins solide qu'elle ne l'est aujourd'hui. Maintenant, je suis conscient des lois de 1' auto-guérison et de ce que je pourrais appeler la médecine préventive mentale, à mes yeux la seule véritablement valable. Je ne sais pas trop pour quelle raison, peut-être parce que, par hasard, j'étais tombé 2 ou 3 fois malade à cette période de l'année, mais ma mère avait coutume de dire « Il tombe toujours malade au mois de septembre ». Oh, rassurez-vous, rien de grave. Une simple grippe, qui me forçait cependant à m'aliter quelques jours. Mais, invariablement, l'automne venu, j'attrapais une grippe. Il m'a fallu plusieurs années pour me rendre compte que j'étais inconsciemment programmé à tomber malade au mois de septembre, pour ne pas décevoir ma mère, pour satisfaire son attente, si j'ose dire. D'ailleurs, dès que je m'en rendis compte, le sort cessa de me frapper de cette maladie vraiment chronique. J'avais brisé ma programmation à la maladie.